Aux confins de la mémoire du monde. Aux confins du monde connu, au-delà des récits et des légendes, se cache une énigme qui défie le temps lui-même. L'Hyperborée. Ce nom, murmuré à travers les âges, évoque un paradis perdu, une terre de mystère figée dans les glaces éternelles du Nord. Avant l'aube des civilisations, avant même que l'histoire ne commence à consigner les exploits de l'humanité, un autre peuple foulait cette terre, les Hyperboréens. Les différentes légendes décrivent ces êtres comme étant d'une beauté saisissante, menant une existence en harmonie parfaite avec les lois cosmiques, ignorant la maladie et la mort. Était-il la première humanité, une forme de vie plus subtile, plus proche des origines de la conscience? Ce ne sont pas des réponses faciles, ni des théories convenues que nous cherchons ici. Notre exploration nous emmène hors des cartes officielles, dans un territoire où les certitudes historiques s'effacent devant l'ampleur du mystère hyperboréen. Attendez-vous à des révélations qui ébranleront votre perception des origines de la civilisation. Des données archéologiques inédites, des analyses de terrain surprenantes, des perspectives radicalement nouvelles, voilà notre feuille de route. Nous allons assembler les pièces d'un puzzle antique, un puzzle dont certaines parties manquent encore, volontairement effacées ou simplement perdues dans la nuit des temps. Mais chaque élément retrouvé, chaque connexion établie, nous rapproche d'une compréhension révolutionnaire de nos origines. La véritable histoire de l'aube de l'humanité pourrait être bien différente de celle que l'on nous enseigne. Préparez-vous à un voyage au-delà de l'imaginable, une expédition aux sources de notre existence. Le royaume du soleil de minuit. Dans le vaste panthéon des peuples mythiques de l'Antiquité, les Hyperboréens occupent une place à part. Leur nom, évocateur et mystérieux, nous transporte vers des contrées lointaines où le froid glacial du Nord règne en maître. Hyperborée, dans sa construction même, désigne ceux qui résident au-delà des souffles gelés de Borée, le dieu du vent du Nord. L'histoire des Hyperboréens se perd dans la nuit des temps, mais les premières traces écrites remontent au 8e siècle avant notre ère. C'est dans Les Épigones, une épopée aujourd'hui perdue, que leur nom apparaît pour la première fois. Ce récit, centré sur la génération qui a succédé aux Seth contre Thèbes, des héros emblématiques de la mythologie grecque, devait sans doute brosser le portrait de ce peuple énigmatique. Hésiode, autre figure incontournable de la littérature grecque archaïque, évoque également les Hyperboréens. Considéré comme l'une des voix fondatrices de la littérature occidentale, Hésiode, à travers des œuvres immortelles comme la Théogonie, nous ouvre les portes d'un univers où le divin et le mythique s'entremêlent. Ces écrits sont une source précieuse pour quiconque cherche à percer les secrets d'Hyperborée. Vers 600 avant Jésus-Christ, Aristée de Proconèse, un personnage énigmatique aux talents multiples, nous offre une description plus détaillée des Hyperboréens. Voyageur infatigable, il situe ce peuple aux confins septentrionaux du monde connu, là où les cartes des anciens s'arrêtaient et où le mystère commençait. Là-bas se trouvait l'Hyperborée, leur patrie resplendissante. Un territoire presque surnaturel, une terre idyllique où le soleil, dans une course sans fin, ne se couchait jamais, illuminant sans cesse de ses rayons d'or un paysage d'une beauté parfaite. Mais cette terre n'était pas seulement baignée d'une lumière éternelle. Diodore de Sicile, historien renommé du 1er siècle avant Jésus-Christ, révèle qu'Apollon, le dieu du soleil et de la musique,
choisissaient l'Hyperborée comme refuge durant les froides saisons hivernales. De plus, cette terre bénie aurait vu naître Leto, la mère d'Apollon, soulignant la profonde connexion entre les dieux et ce lieu enchanté. L'attrait d'Hyperborée ne se limitait pas aux dieux. 2 héros légendaires, Thésée, le vaillant roi d'Athènes et vainqueur du Minotaure, et Persée, le héros qui triompha de Méduse, auraient, selon les récits, foulé ce sol sacré, entreprenant des voyages pour rencontrer les mystérieux Hyperboréens. Diodore de Sicile offre un autre aperçu fascinant de cette terre mythique. Dans les régions situées au-delà des Celtes, il y a dans l'océan une île au moins aussi grande que la Sicile. Cette île est située au nord et habitée par les Hyperboréens, ainsi nommés parce qu'ils vivent au-delà de l'endroit d'où souffle le vent du nord. L'île est à la fois fertile et productrice de toutes sortes de cultures et, comme elle jouit d'un climat exceptionnellement tempéré, elle produit 2 récoltes par an. Explorons davantage les récits de l'Antiquité, où la mystique Hyperborée et son cœur, parfois identifié à Thulé, sont souvent évoqués comme le berceau originel de notre monde. Ces contrées lointaines ont inspiré une pléiade d'écrivains et de penseurs qui ont transmis leur vision à travers des œuvres intemporelles. Homère, le légendaire auteur de l'Odyssée, pourrait bien avoir dissimulé des allusions à l'Hyperborée dans les pérégrinations d'Ulysse. Aristhéas de Proconèse, avec sa vision unique, nous a offert l'une des premières descriptions détaillées des Hyperboréens. Échille, maître du théâtre tragique grec, pourrait également avoir fait référence à cette terre lointaine dans ses pièces imprégnées de conflits divins. Poursuivant notre exploration, nous trouvons un passage fascinant chez Pline l'Ancien. Dans le livre 4 de son imposante Histoire naturelle, ce célèbre écrivain et naturaliste romain décrit l'Hyperborée avec une précision remarquable. Derrière ces montagnes, bien au-delà des vents glacés de l'Aquilon, se trouve une nation bénie, les Hyperboréens. Les récits de leurs longévités extraordinaires et de leur vie prospère abondent. Des légendes incroyables entourent cette région. Elle serait le lieu où se trouvent les gonds sur lesquels pivote le monde, la frontière ultime que parcourent les astres. Là-bas, le soleil offre une lumière ininterrompue pendant 6 mois, créant un jour qui dure une demi-année. C'est un endroit béni, jouissant d'un climat agréable, protégé de tout vent malfaisant. Dans cette contrée merveilleuse, les Hyperboréens trouvent refuge au cœur de forêts denses et de bois sacrés. La vénération des divinités est une pratique à la fois individuelle et collective. Fait remarquable, les conflits et les maladies leur sont inconnus. Leur fin de vie est tout aussi singulière. Parvenus au terme d'une longue existence comblée, et après un ultime festin, ils se dirigent vers un rocher emblématique pour se jeter dans la mer, considérant cette immersion comme le repos le plus enviable. Il est fascinant de noter que certains auteurs anciens situaient les Hyperboréens non pas en Europe, mais aux confins des côtes asiatiques, les rapprochant d'un peuple nommé les Atakors, dont les coutumes et la localisation géographique présentaient des similitudes troublantes. Les Atakors, peuple semi-mythique, soulignent l'universalité des légendes d'êtres vivants dans des paradis lointains, épargnés par les maux du monde. Pline l'Ancien offre d'autres détails intrigants. Il décrit les Hyperboréens comme vivant entre le coucher du soleil des antipodes et le lever du soleil de notre propre horizon, une notion contredite par l'existence d'une vaste mer séparant ces 2 mondes. Il évoque un peuple qui, en harmonie avec le cosmos, sème au lever du soleil, moissonne à son zénith et récolte les fruits de la nature au coucher du soleil, se retirant dans des grottes durant la longue nuit. Pline mentionne également une coutume sacrée. Les Hyperboréens envoyaient les prémices de leur récolte à l'île de Délos en offrande à Apollon. Ces offrandes, transportées par des vierges, traversaient les nations, respectées de tous.
Suite à des trahisons, cette tradition fut modifiée, les offrandes étant transmises de frontière en frontière jusqu'à Délos. Pythéas le Massaliote en quête de l'Hyperborée. Dans le doux murmure des vagues de la Méditerranée, Massalia, l'actuelle Marseille, brillait autrefois comme un phare de culture, de commerce et d'audace. De ce carrefour entre Orient et Occident, où s'échangeaient marchandises précieuses et récits légendaires, émergea un homme, Pythéas. Un explorateur dont la soif de connaissance allait le mener aux confins du monde connu, vers l'énigmatique Hyperborée. Pythéas, natif de cette cité prospère, était bien plus qu'un simple voyageur. Astronome, géographe et navigateur émérite, il incarnait l'esprit d'aventure et la rigueur scientifique. Tandis que ses contemporains se contentaient des horizons familiers de la Méditerranée, lui rêvaient d'inconnus, de terres inexplorées, de mers insondées, de mystères à percer. Les récits d'une contrée lointaine, Hyperborée, où le soleil régnait 6 mois durant et où les habitants vivaient en harmonie avec la nature, enflammèrent son imagination. Poussé par une insatiable curiosité et une quête de vérité, Pythéas se lança dans une expédition audacieuse pour retrouver cette terre mythique. Mais qui était vraiment Pythéas? Un rêveur, un conteur habile à embellir ses récits, ou un savant rigoureux dont les observations ont révolutionné la géographie et la navigation? La vérité, comme souvent, se situe probablement entre ces deux extrêmes. Né à Massalia, vers 380 avant Jésus-Christ, Pythéas eut la chance de devenir l'élève d'Eudoxe de Cnide, un mathématicien et astronome de renom. Sous sa tutelle, il maîtrisa l'art de mesurer la hauteur des astres, un savoir crucial pour déterminer la latitude d'un lieu. Avec une précision qui forcerait l'admiration des savants de la Renaissance, il calcula la latitude de Marseille, témoignant d'une maîtrise exceptionnelle des techniques astronomiques. Vers 330 avant Jésus-Christ, Pythéas entama son périple vers le nord. De retour à Massalia, il consigna ses observations dans 2 ouvrages majeurs. Sur l'océan, relatant son voyage de Gadès, Cadix, à la mystérieuse Thulé, et Description de la Terre, décrivant la suite de son expédition vers la mer Baltique. Malheureusement, ces précieux écrits furent perdus, probablement lors de l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, laissant l'interprétation et la transmission de l'œuvre de Pythéas entre les mains d'historiens et de géographes postérieurs. Strabon, écrivant 3 siècles plus tard, se montra particulièrement critique, accusant Pythéas d'exagération et de mensonge. Pourtant, la précision de certains détails rapportés par Pythéas, notamment ses observations astronomiques et ses descriptions géographiques, défie l'invention pure. Son récit, même s'il fut peut-être enrichi de récits de marins rencontrés en chemin, n'en demeure pas moins une source fascinante d'informations sur le monde antique. Des penseurs tels que Gassendi, Bougainville, Nansen et même Churchill ont étudié et commenté les récits fragmentaires de Pythéas. Depuis 1956, une dizaine d'ouvrages ont tenté de reconstituer son incroyable périple, témoignant de l'intérêt constant que suscite cette figure énigmatique. Tel un fantôme glissant sur les flots, Pythéas quitta le port de Lacidon, l'ancien nom de la baie de Marseille, pour une odyssée qui marquerait l'histoire. Guidé par la soif de découverte, et peut-être par les ambitions des phocéens, ses compatriotes, il s'engagea sur une route maritime déjà empruntée par le carthaginois Himilcon. Bien avant Pythéas, vers 465 avant Jésus-Christ, le navigateur carthaginois Hannon avait franchi les colonnes d'Hercule pour explorer les côtes africaines. Himilcon, quant à lui, avait exploré l'île sacrée, l'actuelle Angleterre, la nation des Hibernes,
l'Irlande, et l'île des Albions, la Grande-Bretagne, avant de se diriger vers les Cassitérides, les mystérieuses îles de l'étain, dont le nom dérive du grec Kassiteros. L'emplacement exact de ces îles demeure un mystère. L'Odyssée d'Himilcon, immortalisée par Pline l'Ancien, et Festus Avienus dans ses Ora Maritima, décrit un voyage périlleux de Gadès aux îles Eustrimnides, riches en étain et en plomb. Un voyage semé d'embûches, où l'océan, vaste et indompté, abritait d'innombrables monstres marins, transformant chaque mille parcouru en un défi au courage et à la détermination. Plus de 130 ans après ses prédécesseurs, Pythéas reprit le flambeau de l'exploration. Négociateur habile ou explorateur intrépide, il brava les eaux périlleuses près des colonnes d'Hercule, longeant le cap Saint-Vincent avant d'atteindre l'embouchure de la Loire. Face au contrôle strict des Carthaginois sur le détroit de Gibraltar, certains suggèrent qu'il aurait pu forcer le passage ou négocier un sauf-conduit. D'autres envisagent une route terrestre jusqu'à l'embouchure de la Loire, d'où il aurait repris la mer depuis le port gaulois de Corbillo. La brise marine guida ensuite notre aventurier jusqu'au cap Calbium, la pointe du Finistère, lui dévoilant l'île d'Ouessant. Puis, cap au nord, vers les côtes sauvages et inexplorées de la Grande-Bretagne. Il en explora les contours, identifiant avec une précision étonnante les 3 promontoires de cette île triangulaire: Belerium, Cantium et Orca. Sa cartographie, d'une justesse remarquable, estimait la distance entre Massalia et la Grande-Bretagne à 1700 km, avec une marge d'erreur d'à peine une centaine de kilomètres. Plus encore, il observa le lien entre les marées et les phases lunaires, une découverte fondamentale pour la navigation. S'aventurant plus loin, il découvrit des tribus qui lui révélèrent les secrets de gisements d'étain. Poursuivant sa route vers le nord depuis la Grande-Bretagne, Pythéas atteignit les Orcades, puis les Shetland. Enfin, il découvrit une terre inconnue qu'il nomma Thulé. Ce nom, nimbé de mystère, pourrait signifier « limite », évoquant une mer gelée ou même l'obscurité. Selon ses dires, cette terre énigmatique se situait à 6 jours de navigation de la Grande-Bretagne par 66 degrés de latitude nord. Plutarque, dans ses écrits, mentionne une île lointaine nommée Ogygie, déjà évoquée par Homère comme une île très éloignée en mer, à 5 jours de navigation à l'ouest de la Grande-Bretagne. Au-delà d'Ogygie, selon Plutarque, se trouvaient 3 autres îles, puis un vaste continent inexploré. Lors de son voyage, Pythéas observa le soleil de minuit et décrivit une mer figée où les frontières entre air, mer et terre s'estompaient. Mais où se situait exactement cette Thulé? La côte ouest de la Norvège? Le Jutland? Les îles Féroé? L'Islande? Ou peut-être l'île Jan Mayen? L'énigme demeure, certains suggérant même que Pythéas aurait emprunté ses récits à d'autres marins. Convaincu d'avoir atteint les confins du monde navigable, Pythéas mit le cap sur la Baltique, attiré par la fameuse route de l'Ambre. Le périple de Pythéas, au-delà de son aspect aventure, constitue une avancée majeure dans la compréhension du monde antique. Son récit, fruit d'observations minutieuses, jeta les bases de données scientifiques précieuses. Pythéas nous offre un aperçu rare de la vie quotidienne des peuples barbares qu'il rencontra, décrivant leurs traditions, leur mode de vie et leur interaction avec la nature. Fin observateur, il nota scrupuleusement les latitudes tout au long de son voyage, fournissant des données cartographiques inestimables. Il établit le lien entre les phases lunaires et les marées, une découverte cruciale pour la navigation. Lors du solstice d'été, il observa le soleil de minuit,
un phénomène céleste fascinant. Ces cartes détaillées des côtes britanniques en établirent les proportions avec une grande justesse. Malgré les moyens limités de son époque, il calcula la latitude du cercle arctique avec une erreur minime, témoignant de ses compétences exceptionnelles. Il confirma la forme sphérique de la Terre, renforçant les théories de ses prédécesseurs. En atteignant le nord, Pythéas décrivit un lieu où les éléments se confondaient, un mélange d'air, de terre et de mer rendant toute progression impossible, symbolisant la limite ultime de la navigabilité. Il calcula également l'obliquité de la Terre, évaluant l'inclinaison de son axe par rapport à l'écliptique. Les écrits de Pythéas, bien que perdus, furent une source d'inspiration et une référence inestimable pour les géographes grecs et romains, leur permettant de dessiner les contours de l'extrême nord et d'élargir les frontières de leur monde connu. Son héritage scientifique, dans les domaines de la géographie, de la navigation et de la science en général, demeure inestimable. Au-delà du mythe, l'écho d'une sagesse perdue. Le nom de Thulé, île mythique souvent associée à l'Hyperborée, résonne à travers les âges comme un écho d'un savoir oublié, d'une sagesse perdue. Ses multiples étymologies, qu'elles soient réelles ou fantasmées, témoignent de la fascination qu'elle exerce sur l'imaginaire collectif. Pour certains, Thulé dériverait de télé, signifiant loin, ou de Tual, le nord en langue celte. D'autres y voient un lien avec Tolos ou Tolos, le brouillard en grec, ou encore Tula, la balance en sanskrit. Dans la tradition ésotérique, Thulé incarne la terre lointaine, l'île lumineuse, le sanctuaire secret du monde. Telle l'étoile polaire, elle brillerait directement sous le pôle céleste, un point focal sacré comparable à la Jérusalem du judéo-christianisme ou à la Kaaba de l'islam. Le savant suédois Olof Rudbeck, 1630-1702, figure emblématique du XVIIIe siècle, joua un rôle crucial dans la fusion des mythes de Thulé avec d'autres territoires légendaires. Dans son œuvre monumentale de 3000 pages, Atlantica, empreinte d'un nationalisme fervent, il soutint que la Suède était l'Atlantide perdue et que le suédois était la langue originelle de l'humanité. Rudbeck rapprocha ainsi la Suède, l'Atlantide, l'Hyperborée et Thulé, entrelaçant les légendes des Atlantes, civilisation prospère avant sa chute, avec celle des Hyperboréens, peuples nordiques vivant en harmonie avec la nature et les dieux. La vision de Rudbeck, bien qu'éloignée de la figure de Pythéas et de ses antécédents classiques, engendra une riche descendance littéraire, mêlant idéalisation de peuples anciens, civilisations avancées et liens privilégiés avec le divin. Il proposa une relecture audacieuse de l'histoire, suggérant l'existence d'une ère antécédente aux Hébreux, aux Égyptiens et aux Grecs, et conceptualisa l'unité de la race humaine à partir d'une patrie ancestrale commune, l'Atlantide Thulé. La Terre originelle devenait ainsi le centre d'une ancienne civilisation avancée, et non plus seulement le berceau de l'humanité. Bien que Rudbeck ait cherché à magnifier les origines de la Suède, son travail fut réinterprété de manière inattendue. L'Allemand Georg Scheitsch, dans L'Atlantide, patrie primitive des Ariens, 1922, ainsi que des ufologues, des pseudo-scientifiques et des figures de l'occulte comme Antoine Fabre d'Olivet et Delisle de Sales, dans Histoire du monde primitif ou des Atlantes, 1780, donnèrent une nouvelle vie à l'équivalence entre Suède, Atlantide, Hyperborée et Thulé. Dans ces nouvelles interprétations, les Atlantes devenaient tantôt une civilisation avancée, dont l'héritage aurait été préservé par des sociétés secrètes,
tantôt des extraterrestres, ayant joué un rôle crucial dans les débuts de l'humanité. À l'ombre de l'œuvre de Rudbeck, une foule d'occultistes et de théosophes, en réaction contre le matérialisme et le positivisme de leur temps, aspiraient à une renaissance spirituelle. Leur désir était de retrouver une époque dorée, une harmonie perdue, et de contrer les dogmes contemporains par une quête profonde de spiritualité. Ils cherchaient à réintroduire le sacré dans un monde sécularisé, à dépasser les schismes religieux et à retrouver une vérité unifiée, une philosophie ésotérique transcendantale capable de rassembler l'humanité. En plongeant au cœur de chaque croyance, ils espéraient découvrir un noyau de vérité universelle, une essence partagée, un fil d'or reliant toutes les religions à une source sacrée unique. Elena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, figure emblématique du mouvement théosophique, défia la compréhension conventionnelle de l'histoire humaine dans La doctrine secrète, 1888. Elle y présenta une vision radicalement différente de l'évolution de l'humanité, structurée autour de 7 races racines, étapes spirituelles et physiques de l'évolution de la conscience humaine. Selon Blavatsky, les hyperboréens formaient la deuxième de ces races racines, précédant les Lémuriens et les Atlantes. Ils auraient vécu sur un continent disparu, bien avant les civilisations connues, dotés d'une conscience et d'une spiritualité distinctes. Voici un extrait de La doctrine secrète sur les hyperboréens. Le continent hyperboréen, la Terre qui étendait ses promontoires au sud et à l'ouest du pôle Nord, pour recevoir la seconde race qui englobait tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Nord. C'est le nom que les plus anciens Grecs donnaient à cette région lointaine et mystérieuse où, suivant leur tradition, Apollon l'hyperboréen se rendait tous les ans. Bien que critiquées par les scientifiques, les idées de Blavatsky trouvèrent un écho chez de nombreux chercheurs spirituels, offrant une alternative à la vision matérialiste de l'histoire. Ses écrits continuent d'inspirer et de fasciner, proposant une perspective différente sur les origines et le destin de l'humanité. René Guénon, 1886-1951, érudit et métaphysicien français, aborda la notion de Thulé dans Le roi du monde, 1927, non comme une simple terre géographique, mais comme un symbole ésotérique, un centre spirituel universel. Empreint d'une dimension universelle, Guénon chercha à établir des parallèles entre différentes traditions spirituelles. Guénon associa Thulé à Manu, le principe ordonnateur du monde dans la tradition hindoue. Il invoqua le sanskrit pour lier Thulé à Tula, balance, un lien renforcé par une tradition chinoise, voyant la balance céleste comme le point stabilisateur du monde et un symbole de justice. Par un jeu d'assonance, Guénon connecta Thulé à la Tula précolombienne, Tulum au Mexique, et à Aztlan, l'île mythique d'origine des Aztèques, assimilable à l'Atlantide dans une perspective symbolique. En combinant ces traditions et étymologies, Guénon cherchait à illustrer une vérité universelle, transcendante et primordiale. Pour lui, derrière les mythes et les symboles se cachait une sagesse universelle, un fil d'or traversant les âges et les civilisations. L'Hyperborée, terre mystique au-delà des vents du Nord, est profondément ancrée dans les traditions ésotériques. Baignée d'une lumière dorée permanente, elle symbolise l'âge d'or de l'humanité, un temps d'harmonie avec les lois cosmiques, sans souffrance ni mortalité. Les Hyperboréens, dotés d'un savoir ancien et sacré, vivaient en harmonie avec la nature et jouissaient d'une longévité exceptionnelle. Pour de nombreux chercheurs ésotériques, l'histoire d'Hyperborée est une métaphore de la chute spirituelle de l'humanité, similaire au récit du Jardin d'Éden. Après avoir transgressé certaines lois sacrées, les Hyperboréens auraient été forcés de quitter leur paradis, fondant de nouvelles civilisations et marquant la fin de l'âge d'or et le début d'une période d'exil spirituel. Cet exil n'est pas définitif. La promesse d'un retour à cette terre sacrée, à cet état de conscience supérieure, est un thème récurrent.
certains croient que l'humanité, après avoir traversé des cycles d'obscurité, retrouvera le chemin d'Hyperborée, symbole d'harmonie et d'unité. Qu'il s'agisse d'une réalité géographique, d'une métaphore spirituelle ou d'une combinaison des deux, le mythe d'Hyperborée nous rappelle la quête éternelle de l'humanité pour la perfection, la connaissance et la réintégration avec le divin. Une quête qui continue d'illuminer le chemin de ceux qui cherchent à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. De l'ésotérisme occulte à l'ésotérisme politique. Qu'il s'agisse d'une réalité géographique, d'une métaphore spirituelle ou d'une combinaison des deux, le mythe d'Hyperborée nous rappelle la quête éternelle de l'humanité pour la perfection, la connaissance et la compréhension des mystères de l'univers. Une quête qui continue d'illuminer le chemin de ceux qui cherchent à percer les secrets les plus profonds de l'existence. L'attrait des régions polaires, et en particulier de l'Arctique, a toujours été lié à un désir d'exploration et de découverte. Ces terres lointaines, souvent associées au mythe d'Hyperborée, ont stimulé l'imagination des explorateurs et des chercheurs, les poussant à repousser les limites du monde connu. L'amiral Richard Byrd, un pionnier de l'aviation et de l'exploration polaire, est une figure emblématique de cette quête de l'inconnu. Ses expéditions dans les régions arctiques et antarctiques, notamment l'opération High Jump en 1946-1947, ont marqué l'histoire de l'exploration polaire. L'opération High Jump, officiellement nommée The United States Navy Antarctic Development Program, 1946 à 1947, était une vaste expédition de la marine américaine en Antarctique. Elle impliquait 13 navires, plusieurs avions et plus de 4700 hommes. Les objectifs officiels de l'opération étaient multiples. Entraîner le personnel et tester le matériel dans des conditions de froid extrême. Consolider et étendre la souveraineté des États-Unis sur la plus grande zone praticable du continent antarctique. Déterminer la faisabilité d'établir, de maintenir et d'utiliser des bases en Antarctique. Étudier les conditions hydrographiques, géographiques, géologiques, météorologiques et électromagnétiques dans la région. Bien que les objectifs officiels de l'opération High Jump fussent clairement définis, l'ampleur et la nature de l'expédition ont donné lieu à diverses spéculations. Certains ont suggéré que l'opération avait des objectifs cachés, comme la recherche de bases secrètes ou la récupération de technologies inconnues. Toutefois, aucune preuve tangible n'est venue étayer ces théories. Il est à noter que Richard Byrd lui-même a fait certaines déclarations énigmatiques avant et après l'opération High Jump, qui ont alimenté les spéculations. Par exemple, en 1947, avant le début de l'expédition, il a déclaré dans une interview au journal chilien El Mercurio qu'il était impératif pour les États-Unis d'initier des mesures de défense immédiates contre les régions hostiles et qu'en cas de nouvelle guerre, les États-Unis seraient attaqués par des avions capables de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. En 1954, après l'expédition, lors d'une émission télévisée, il a mentionné qu'il existait au-delà du pôle Sud une terre de la taille des États-Unis, pleine de ressources naturelles inexploitées. Ces déclarations, sorties de leur contexte, ont été utilisées pour étayer diverses théories, mais il est important de souligner qu'elles peuvent s'expliquer par des préoccupations géopolitiques liées à la guerre froide naissante et par l'enthousiasme de Byrd pour l'exploration et l'exploitation des ressources de l'Antarctique. Quelles que soient les spéculations entourant l'opération High Jump, il est indéniable que les expéditions de Richard Byrd ont contribué de manière significative à notre connaissance des régions polaires. Elles ont permis de cartographier de vastes étendues de l'Antarctique, de collecter des données scientifiques précieuses et de repousser les limites de l'exploration humaine dans des environnements extrêmes. L'exploration des régions polaires, symbolisée par des figures comme Richard Byrd,
continue d'inspirer les chercheurs et les aventuriers. Cette quête de l'inconnu, qu'elle soit géographique, scientifique ou spirituelle, est un moteur essentiel du progrès humain. Le mythe d'Hyperborée, qu'il soit interprété comme une terre réelle ou comme un symbole de perfection, continue de résonner dans notre imaginaire collectif, nous rappelant que la soif de connaissance et de découverte est une force puissante qui nous pousse à explorer les mystères du monde et de nous-mêmes. L'Hyperborée, en tant que mythe d'un âge d'or et d'une terre ancestrale, a trouvé un écho particulier en Russie, où elle a parfois été instrumentalisée à des fins politiques et identitaires. Certains courants de l'ésotérisme russe ont en effet réinterprété le mythe hyperboréen pour forger une vision idéalisée du passé russe et pour proposer un modèle de développement alternatif à celui de l'Occident. L'une des figures les plus controversées de cette mouvance est Alexandre Douguine, philosophe et politologue russe, promoteur du néo-eurasisme. Cette doctrine géopolitique, qui puise dans diverses sources, dont l'ésotérisme et la géopolitique classique, postule l'existence d'une civilisation eurasienne distincte, centrée sur la Russie et opposée à l'atlantisme et au libéralisme occidental. Dans la pensée de Douguine, l'Hyperborée occupe une place symbolique importante. Elle est présentée comme le berceau originel de la civilisation eurasienne, une terre sacrée d'où seraient issus les ancêtres des Russes. Cette vision mythifiée du passé sert à légitimer les ambitions géopolitiques de la Russie et à promouvoir l'idée d'une mission civilisatrice particulière de la Russie dans le monde. Douguine, comme d'autres penseurs néo-eurasistes, s'inspire des écrits d'auteurs de l'ésotérisme traditionnel, tels que René Guénon et Julius Evola. Ces auteurs qui critiquaient la modernité et prônaient un retour aux valeurs traditionnelles ont développé une conception cyclique de l'histoire, selon laquelle l'humanité serait entrée dans une phase de déclin, un âge sombre ou Kali Yuga. Pour Douguine, la Russie, en tant qu'héritière de la tradition hyperboréenne, aurait un rôle crucial à jouer dans la lutte contre les forces de la décadence et dans la préparation d'un nouveau cycle, d'un nouvel âge d'or. Cette vision eschatologique confère à la Russie une mission messianique, celle de guider l'humanité vers une renaissance spirituelle et civilisationnelle. L'utilisation du mythe hyperboréen dans le contexte politique russe soulève des questions complexes. Pour certains, il s'agit d'une tentative de forger une identité nationale forte, basée sur un passé glorieux et une mission spirituelle unique. Pour d'autres, il s'agit d'une instrumentalisation dangereuse de l'histoire et de l'ésotérisme à des fins politiques, qui peut mener à des dérives nationalistes et à une vision conflictuelle du monde. Il est important de souligner que les idées de Douguine et du néo-eurasisme sont loin de faire l'unanimité. Elles sont critiquées pour leur caractère spéculatif, leur manque de rigueur historique et leur potentiel d'instrumentalisation politique. De nombreux observateurs considèrent que le néo-eurasisme est une idéologie dangereuse qui peut alimenter les tensions géopolitiques et justifier des politiques agressives. L'Hyperborée, dans le contexte de l'ésotérisme politique, est plus qu'un simple mythe. C'est un symbole puissant, mobilisé pour forger une identité nationale, légitimer des ambitions géopolitiques et proposer une vision alternative du monde. Cela nous rappelle que les mythes, même les plus anciens, peuvent être réinterprétés et utilisés dans des contextes contemporains, parfois de manière controversée. Les forêts fossilisées de l'Antarctique, témoins d'un passé verdoyant. La quête pour comprendre l'ancien mythe de l'Hyperborée a souvent été reléguée au domaine de la légende et de l'ésotérisme. Cependant, de récentes découvertes scientifiques en Antarctique, jadis partie intégrante du supercontinent Gondwana, pourraient offrir de nouveaux indices sur l'existence de cette terre perdue, ou du moins, sur la possible existence d'un monde radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. L'article de National Geographic sur la découverte de 5 nouvelles forêts fossilisées
suggèrent en effet que l'Antarctique n'était pas toujours le désert gelé que nous connaissons aujourd'hui. Avant de plonger dans les détails des forêts fossilisées, il est essentiel de comprendre le contexte géologique et climatique de l'Antarctique. Jadis, il y a des centaines de millions d'années, l'Antarctique se parait d'une luxuriante couverture végétale, au sein du supercontinent Gondwana. Aujourd'hui, les chercheurs s'efforcent de démêler les raisons qui ont marqué la fin de l'ère permienne et le début du Trias, une transition marquée par la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre. Le Permien, qui s'étend de 299 à 252 millions d'années avant notre ère, fut en effet marqué par une extinction massive qui a vu disparaître près de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Les causes exactes de cette extinction sont toujours débattues. Éruption volcanique massive, changement climatique drastique, impact d'un astéroïde. Derrière le tableau d'apparente stérilité et de froideur implacable de l'Antarctique se cachent des trésors d'histoire et des mystères encore non élucidés. Si l'on pouvait voyager dans le temps, il y a des centaines de millions d'années en arrière, ce paysage inhospitalier aurait offert un tout autre spectacle. Une terre verdoyante, où la flore prospérait, évoquant des scènes dignes des forêts tropicales d'aujourd'hui. Mais comment est-il possible que ce continent, désormais prisonnier de la glace et du froid, ait pu un jour abriter des forêts luxuriantes? La réponse se trouve enfouie profondément sous la couche de glace, où des fossiles et des preuves géologiques racontent l'épopée d'une époque où le climat de l'Antarctique était radicalement différent. La découverte de 5 nouvelles forêts fossilisées en Antarctique par des chercheurs a constitué une révélation majeure. Ces vestiges d'un passé lointain ajoutent une nouvelle dimension à notre compréhension de l'histoire climatique de la Terre. Elles témoignent d'un temps où des arbres et des plantes prospéraient à un endroit où, aujourd'hui, rien ne pousse. Les preuves de cette époque lointaine, connue sous le nom de Permienne, sont préservées dans les roches et les sédiments du continent. L'Antarctique, malgré sa façade austère et glaciale, est un livre ouvert sur le passé de notre planète, offrant des indices précieux sur les cycles climatiques, les mouvements tectoniques et les événements d'extinction. L'image d'une Antarctique verdoyante, avec ses forêts et sa faune diversifiée, contraste fortement avec la vision que nous avons aujourd'hui de ce désert de glace. Au cœur de notre préhistoire, le Gondwana était un supercontinent qui unissait ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Cette immense étendue terrestre englobait divers climats, allant des tropiques aux régions polaires. À l'époque du Gondwana, l'Antarctique, positionné plus au nord, bénéficiait d'un climat plus tempéré. Des forêts denses couvraient une grande partie du continent, abritant une variété d'espèces végétales. Ces plantes, adaptées aux variations climatiques, étaient les pionnières de la flore terrestre. Les fouilles paléobotaniques ont révélé la présence de nombreuses plantes fossiles, notamment des fougères, des gymnospermes et des premières plantes à fleurs, démontrant la richesse de la biodiversité qui existait à l'époque sur ce supercontinent. Les sols humides et fertiles du Gondwana étaient propices à la croissance de ces plantes, avec des zones marécageuses qui abritaient une faune aquatique diversifiée. La dérive des continents, qui a commencé au Jurassique, a entraîné la fragmentation du Gondwana. Petit à petit, les morceaux de ce supercontinent se sont détachés, évoluant séparément et formant les continents et les océans que nous connaissons aujourd'hui. C'est durant ce processus que l'Antarctique a commencé à se diriger vers sa position actuelle, s'éloignant de la zone tempérée et s'enfonçant progressivement dans le froid polaire. Cependant, l'héritage du Gondwana perdure. Les découvertes récentes de forêts fossilisées en Antarctique sont un témoignage silencieux de cette période florissante. Au cœur de la période permienne, la Terre était un tableau vivant d'étrangeté botanique.
Il y a environ 299 à 252 millions d'années, avant l'émergence des dinosaures et bien avant que les premières fleurs n'ornent notre planète, le paysage végétal était dominé par des formes de vie que nous pourrions trouver totalement aliénantes. Le Permien était une époque de transition et d'expérimentation dans le monde végétal. C'était l'âge des arbres primitifs qui fusionnaient les caractéristiques des fougères et des conifères. Leurs troncs, soutenus par des structures fibreuses robustes, évoquaient celles des fougères arborescentes, mais avec une complexité supplémentaire dans leur architecture. Les forêts de cette période étaient peuplées d'arbres à échelle, lepidodendrales, des géants pouvant atteindre plus de 30 mètres de hauteur. Leurs troncs étaient ornés de motifs en spirale distinctifs. Leur feuillage, ressemblant à de grandes fougères, couronnait leur sommet. Il y avait aussi des glossoptéris, des plantes arbustives avec des feuilles allongées et larges. Particulièrement intéressante pour les scientifiques, cette plante est considérée comme une preuve directe de l'existence du supercontinent Gondwana, ces fossiles ayant été retrouvés sur plusieurs continents de l'hémisphère sud. Mais ce qui rend ces plantes encore plus fascinantes, c'est leur capacité à survivre dans des conditions difficiles. À cette époque, la Terre connaissait des changements climatiques drastiques, passant de conditions glaciales à des périodes de chaleur intense. Ces variations climatiques ont façonné l'évolution des plantes, les poussant à développer des stratégies de survie uniques. Cependant, malgré leur apparence exotique et leur capacité à résister aux défis environnementaux, ces plantes du Permien n'ont pas réussi à surmonter la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre, qui s'est produite à la fin de cette période. La découverte de forêts fossilisées en Antarctique éveille la curiosité et pousse à la réflexion. L'Antarctique, aujourd'hui couvert de glace, abritait autrefois une flore luxuriante pendant le Permien. Cette révélation nous rappelle que la Terre est constamment en évolution. L'existence de ces forêts luxuriantes dans un endroit aujourd'hui si désolé nous amène naturellement à penser à d'autres mythes et légendes qui parlent de terres perdues ou cachées, comme l'histoire d'Hyperborée. L'Hyperborée dans la mythologie est décrite comme une terre au-delà des vents du Nord. Un endroit où le soleil ne se couche jamais, où les habitants vivent dans la paix et la prospérité. Bien que souvent considéré comme un lieu mythique, certaines théories ont suggéré que l'Hyperborée pourrait avoir été une réalité, un endroit quelque part dans le Grand Nord, ou peut-être même en Antarctique, caché des yeux du monde moderne. Si l'on prend en considération la découverte de forêts fossilisées en Antarctique, l'idée d'une terre ancienne et verdoyante n'est plus si fantastique. Peut-être que, tout comme ces forêts, il y avait autrefois une région prospère, aujourd'hui perdue dans les profondeurs du temps, qui aurait pu servir de base à la légende d'Hyperborée. Les changements climatiques, la dérive des continents et les fluctuations de la croûte terrestre ont le pouvoir de transformer des paradis en déserts glacés et vice-versa. Alors que nous déchiffrons les énigmes du passé de la Terre, l'histoire d'Hyperborée devient moins une fable et plus un rappel que notre planète a vu des civilisations et des écosystèmes s'élever, prospérer, puis disparaître. La convergence des découvertes scientifiques avec les récits anciens, comme celui d'Hyperborée, nous rappelle l'importance de continuer à explorer, à poser des questions et à chercher des connexions. Même si l'Hyperborée reste une légende, les leçons que nous tirons de ces récits et de ces découvertes peuvent nous aider à mieux comprendre notre propre place dans l'histoire de la Terre et à envisager les possibilités infinies de ce que l'avenir pourrait nous réserver. Et si le mythe rencontrait la réalité ? Oubliez les manuels scolaires et les discours convenus. Imaginez un instant que les glaces de l'Antarctique, en fondant, ne révèlent pas seulement des forêts fossilisées, mais les vestiges d'une civilisation oubliée. Imaginez que les récits fragmentaires sur l'Hyperborée ne soient pas de simples fables,
mais des fragments déformés d'une histoire bien réelle, transmise à travers les millénaires. Imaginez une équipe de scientifiques, lors d'une expédition en Antarctique, découvrant, non loin des fameuses forêts fossilisées, des structures artificielles enfouies sous la glace. Des structures géométriques, trop régulières pour être naturelles, émergeant d'un sol qui, il y a des millions d'années, était baigné de soleil. Des analyses révèlent des traces de métaux inconnus, des isotopes étranges, une composition qui défie notre compréhension actuelle de la chimie. Et si l'Hyperborée n'était pas un mythe, mais une civilisation avancée ayant prospéré dans un lointain passé, avant d'être engloutie par les glaces? Et si les Hyperboréens, loin d'être de simples humains, possédaient des connaissances et des technologies dépassant de loin les nôtres, comme le suggèrent certains récits anciens? Les légendes décrivent les Hyperboréens comme un peuple pacifique, vivant en harmonie avec la nature, maîtrisant des énergies que nous ne faisons qu'effleurer. Et si leur savoir, loin d'avoir disparu, était enfoui sous la glace, attendant d'être redécouvert? Que s'est-il réellement passé? Un cataclysme naturel, une guerre oubliée, une technologie qui a mal tourné? Les glaces de l'Antarctique pourraient-elles receler les réponses à ces questions troublantes? Si cette civilisation a existé, a-t-elle laissé des traces ailleurs dans le monde? Des indices dans les mythes, les légendes, les structures mégalithiques qui parsèment notre planète? Cette hypothèse, aussi audacieuse soit-elle, nous force à reconsidérer notre place dans l'histoire et dans l'univers. Elle nous rappelle que des civilisations peuvent naître, prospérer et disparaître, emportant avec elles leurs secrets et leur sagesse. La découverte de vestiges hyperboréens en Antarctique, si elle se produisait, serait l'événement le plus bouleversant de l'histoire humaine. Elle ouvrirait des perspectives vertigineuses sur notre passé, sur les capacités insoupçonnées de la vie et sur les mystères encore enfouis sous les glaces. Même si l'Hyperborée, jusqu'à cette heure, demeure un mythe, même si aucune civilisation avancée n'a jamais foulé le sol de l'Antarctique, cette histoire nous invite à l'humilité et à la curiosité. Elle nous rappelle que notre savoir est infime comparé à l'immensité de l'inconnu. Elle nous pousse à explorer, à chercher, à remettre en question nos certitudes. L'Antarctique, avec ses paysages grandioses et ses mystères enfouis, est une invitation permanente à l'aventure. Une aventure scientifique, bien sûr, mais aussi une aventure intérieure, une quête de sens et de compréhension. Et qui sait ce que les glaces nous révéleront demain? Peut-être que la véritable Hyperborée n'est pas un lieu géographique, mais un idéal, un symbole de notre aspiration à un monde meilleur, à une civilisation plus sage, plus respectueuse de la nature et d'elle-même. Un idéal qui, même s'il semble lointain, continue de briller comme une étoile dans la nuit, guidant nos pas vers l'inconnu. Et n'est-ce pas là, après tout, la plus belle des aventures?